Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous faire enfin ma vidéo de bilan et de top de l'année 2021. J'ai pas mal traîné à la faire, je dois dire, mais bon, ça y est, elle est là. Pour cette année, j'ai décidé de vous filmer les choses de manière un peu différente, à savoir que j'ai pas vraiment établi de classement avec un top, mais je vais plutôt procéder par rétrospective par mois, en fait en vous citant mes meilleures lectures de chaque mois, celles qui ont vraiment été des très bonnes lectures et qui font partie de mes meilleures lectures, et puis les autres lectures qui sont des livres que j'ai beaucoup appréciés, et en reprenant la liste, en faisant la liste, je me suis rendu compte que c'était quand même des lectures qui avaient aussi marqué mon année. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de les inclure. Je vais également du coup vous présenter en même temps les graphiques. Pour le coup sur les graphiques, j'ai vraiment un classement bien établi, puisqu'en plus de ça, cette année, j'ai donné que deux fois la note de 20 sur 20 et les deux fois c'était pour des graphiques. J'ai eu assez peu de vrais coups de cœur de livres sur lesquels à la lecture je me suis dit que c'était des coups de cœur. Pour des romans cette année, mais pour autant j'ai fait plein de très bonnes lectures et j'ai quand même pas mal lu cette année, puisque pour parler côté statistique, on arrive donc à 216 lectures avec 133 romans et 82 graphiques, donc voilà, c'était quand même un bilan assez chargé pour cette année à nouveau. On va dire en gros 56 000 pages lues. Pour comparer, en 2020, j'avais lu 260 livres et j'avais lu 71 000 pages. Donc voilà, j'avais encore plus lu en 2020, mais ça reste quand même un chiffre assez impressionnant, hein, soyons honnêtes. Mais par contre, c'est vrai que si on regarde sur mon année, ça n'a pas du tout été régulier. J'ai commencé l'année très très fort et j'ai fini l'année assez bas, très bas par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Et entre les deux, c'était plutôt dans la moyenne. Janvier et février, j'ai terminé 31 et 30 livres, donc graphiques compris. Juillet aussi, j'en ai lu 26. Mais sinon, pour le reste, voilà, c'était entre 14 et 19 livres, ce qui est plutôt dans ma moyenne. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais une moyenne d'entre 12 et 15 romans par mois. Ces derniers temps, c'est plutôt tombé à 12 romans par mois, entre 10-12 romans par mois et des graphiques, donc voilà, globalement on se retrouve là-dedans. Mais par contre, novembre et décembre, j'ai vraiment pas lu grand-chose, j'ai lu respectivement 7 et 8 livres. Alors quand je dis vraiment pas grand-chose, c'est pas du tout pour me comparer à d'autres personnes ou quoi, le but c'est vraiment pas que vous vous compariez non plus à ce que je vous dis, c'est juste par rapport à moi et mes habitudes. Voilà. Sinon, pour aller plus en détail dans les statistiques, parce que c'est des choses que j'aime bien faire, j'ai fait tous mes calculs pour savoir quel type de livre j'avais lu. Je vous fais juste tout ça et ensuite on passe aux fameuses très bonnes lectures. Pour ce qui est du ratio entre autrice et auteur, ça fait assez longtemps que c'est dans ce sens-là. Pour moi, je lis beaucoup plus d'autrices, donc de femmes, que d'auteurs, en sachant que pour toutes ces statistiques, on se base vraiment que sur les romans. J'ai pas du tout pris en compte les graphiques. Mais voilà, donc une très grosse majorité d'autrices par rapport aux auteurs. Ouais, 3 quarts, 1 quart, 75%, je pense que quand même pour cette année on a atteint des sommets, mais c'était toujours vraiment plus que la moitié ces dernières années. Un autre chiffre qui reste plutôt dans la continuité des autres années, c'est pareil, je lis donc majoritairement des autrices et également majoritairement des françaises. Alors pareil, il y a peut-être quelques petites erreurs, mais globalement j'ai noté 91 titres français, 21 titres américains, 13 titres du Royaume-Uni, et après 3, 2 ou 1 titre pour le Canada, l'Irlande, l'Inde, la Suisse, l'Italie et l'Australie. Donc voilà, en termes de répartition géographique, cette année je suis pas allée trop dans des pays dont j'ai pas l'habitude. Il y a des années où j'ai fait beaucoup plus de diversité, où j'ai vu beaucoup plus de nationalités différentes. C'est peut-être quelque chose vers lequel j'aimerais bien retourner d'ailleurs pour 2022, parce que cette année finalement je suis pas beaucoup sortie de ma zone de confort du côté nationalité, mais une très grosse majorité d'auteurs français, ça je m'en doutais. En termes de tranches d'âge, alors en sachant que c'est des tranches d'âge, c'est pas toujours très clair, même en termes d'éditeurs, etc. Donc c'est des tranches d'âge un peu par rapport aussi à mon ressenti de lecture, et c'est pas forcément strictement celles que vous allez trouver en librairie, surtout que moi j'ai divisé entre 3 tranches d'âge qui sont adultes, young adult et jeunesse, en sachant que voilà, si on va chercher plus loin, parfois il y a le middle grade en plus qui est entre jeunesse et young adult, ou du nu adulte, etc. Voilà, j'ai fait plus simple, j'ai fait donc adulte, young adulte et jeunesse. Et pour le coup, je pensais que les ratios seraient beaucoup plus serrés. Je pensais vraiment pour moi, parce que je pense que c'était globalement ce qu'il y avait ces dernières années, il y avait en tête, je pense,
l'adulte depuis quelques années. Avant c'était le young adulte, maintenant l'adulte, suivi d'assez près par du young adulte et ensuite de la jeunesse. Cette année c'est pas du tout comme ça, cette année j'ai lu 73 romans adultes, donc plus de la moitié en romans adultes et ensuite 37 en young adulte et 25 en jeunesse. Donc voilà, c'est une répartition qui a un peu changé. Et ensuite pour parler vraiment en termes pour le coup de genre littéraire, alors c'est pareil, c'est des genres que j'ai fait en fonction de mes appréciations et j'ai pas pris en compte tous les romans qui sont vraiment à cheval sur deux genres, voilà, j'ai tranché. Donc ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus strict, mais voilà, c'était plus à nouveau aussi en termes de ressenti. Et du coup, j'ai noté 45 romans contemporains, 30 romans de fantasy, 22 de fantastique, 12 SF, 15 historiques, 7 policiers thrillers, 1 en poésie, 1 en essai et 2 romances. Par rapport à certaines années où je lisais beaucoup de romances, j'en lis vraiment plus beaucoup. Après je me demande s'il n'y en a pas un ou deux contemporains que j'ai... Enfin un ou deux que j'ai compté en contemporain et qui auraient pu être de la romance. Pareil, ça je pense que c'est assez similaire par rapport aux dernières années. C'est à peu près équilibré entre imaginaire et pas imaginaire, ce qui m'étonne pas parce que j'ai souvent tendance à alterner un livre imaginaire et un livre pas imaginaire. Dans les genres de l'imaginaire, je suis contente que ce soit toujours la fantasy qui soit en tête parce que c'est globalement le genre que je préfère dans l'imaginaire. Ouais, je suis très attachée à la fantasy, aux grands univers, etc. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que certaines années j'en lisais moins parce que c'est des romans qui peuvent être parfois un petit peu plus exigeants. Donc voilà, pour ce qui était du côté des statistiques, on va donc passer cette fois-ci aux lectures puisque c'est probablement ce que vous attendez le plus. On va commencer avec le mois de janvier. Au mois de janvier, parmi mes 31 lectures, j'en ai noté une vraiment qui a été la lecture marquante du mois de janvier. J'ai pas eu beaucoup de mal à la choisir puisqu'il s'agit du coup de Ne m'oublie pas par Alix Garin. C'est un roman graphique qui est sorti justement au mois de janvier, je crois que je l'avais lu le jour de sa sortie. Et pour le coup, lui, c'est vraiment un titre que j'ai adoré. Il est à la 3e place de mon classement de mes meilleures lectures graphiques. Je crois que je lui avais mis la note de 19 sur 20. Voilà, ça a été vraiment une très belle histoire qui traite notamment de la maladie d'Alzheimer et de comment une petite fille, enfin comment une jeune femme va faire avec le fait que sa grand-mère a une maladie d'Alzheimer et est placée en institution, etc. Et la culpabilité qu'elle peut avoir, qu'elle peut ressentir, les sentiments un peu d'abandon, etc. C'était vraiment un très chouette roman. Pour le mois de février, février c'est un des mois pour lesquels j'en ai noté vraiment plein. Il y a aussi le mois de septembre, pareil, septembre-octobre j'en ai noté aussi beaucoup. Côté roman, tout d'abord, j'ai noté 2 livres qui se sont retrouvés dans mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2021. J'ai noté tout d'abord Bord de terre, c'est un roman auquel j'avais mis la note de 19 sur 20 pardon, au moment de la lecture parce que vraiment j'avais été hyper prise dedans et c'est un univers de fantasy assez barré avec des personnages plus jeunes que ce dont on a l'habitude. Un duo de personnages principaux avec un frère et une sœur et dont le frère était, je crois, atteint d'autiste, était sur le spectre autistique, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était ça. Mais voilà, il y avait vraiment plein de choses très barrées et très drôles, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant plus tard, en entendant d'autres avis dessus plus tard, il y a certaines choses qui m'ont peut-être un petit peu fait tiquer dedans. Ça reste une très bonne lecture, mais je sais pas si je le considère encore comme étant un petit coup de cœur. Puis si j'avais mis la note de 18 sur 20, donc une vraiment très bonne lecture. Et il s'agissait de Plein Gris par Marion Brunet. Celui-ci vraiment c'était une très chouette lecture et s'il s'est retrouvé dans mon top 10, c'est parce que c'est un roman qui m'a pas mal marqué et que j'ai trouvé vraiment très bien fait, très intelligent. On est avec un groupe de personnages qui se retrouvent sur un bateau et ils vont être pris dans la tempête et il y a un cadavre et comme ils sont pris sur une tempête et qu'ils ne sont que entre eux, il n'y a pas beaucoup de suspense, on se doute que c'est au moins l'un d'entre eux qui est coupable et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ça revient du coup vraiment sur toutes les relations entre les personnages. J'aime beaucoup ce que fait Marion Brunet et à nouveau pour moi ça a été une grosse réussite. Avec Plein Gris, c'est un roman assez court et vraiment hyper percutant et très bien fait. Et côté graphique, j'ai noté 3 superbes lectures graphiques auxquelles j'ai mis des super bonnes notes. J'ai noté tout d'abord la lecture de Heartstopper, le tome 2. Je l'ai pas mis dans mon top, mais en termes de ressenti, il en est pas loin. J'ai noté ensuite Grimoire Noir par Vera Grinty et Yana Bogac. C'est un ouvrage absolument magnifique. Voilà. Lui pour le coup il est dans mon top juste parce qu'il est vraiment magnifique, incroyable, super beau. C'est une histoire avec une petite vibe un peu sorcière de Salem. On est sur une histoire fantastique avec des personnes qui ont des pouvoirs et en fait ce sont toutes les femmes d'une ville qui ont des pouvoirs. Les hommes n'ont pas de pouvoir, sauf que ces femmes en fait ne peuvent pas sortir de la ville et nous on suit un jeune homme qui essaye de comprendre ce qui s'est passé parce que
que je crois que sa petite sœur a disparu. Il essaye de mener un peu son enquête, les dessins sont incroyables, voilà. Et l'autre que j'ai noté, pour le coup, bah, c'était ma deuxième meilleure lecture graphique de l'année. C'était vraiment incroyable et il s'agissait bien sûr du titre graphique Le Jardin, parillé par Gaëlle Genillier. Incroyable, magnifique, superbe, des super messages d'acceptation, une ambiance années 20 avec un côté un peu art déco, rétro, etc. qui était vraiment superbe. Beaucoup d'acceptation avec l'histoire d'un jeune homme qui qui a grandi en gros dans un cabaret et qui commence lui aussi à performer sur scène alors qu'il est adolescent et voilà, qu'il est un peu en questionnement sur pas mal de choses. C'était vraiment superbe, j'ai adoré. Voilà, j'ai mis la note de 20 sur 20, c'était génial. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire. Ensuite, pour le mois de mars, j'ai noté 3 titres qui ont été des très bonnes lectures mais qui ne sont pas dans mon top, donc je vais juste vous les citer rapidement. Il s'agissait du coup de Diamant par Vincent Tassi, du roman graphique Radium Girls par Si et du premier tome de Tant qu'il le faudra, le roman de Cordelia. Pour le mois d'avril, j'ai noté un seul roman qui lui aussi est dans mon top de l'année, Birthday par Meredith Russo. C'est un roman que j'ai vraiment adoré, qui parle de transidentité. C'est un roman qui a souvent des thématiques très dures dedans, mais qui est aussi porteur de pas mal d'espoir. Le seul défaut, c'est que vraiment j'aime pas du tout la couverture française. En fait, c'est une couverture qui existait déjà à l'étranger, sauf qu'il y avait une autre couverture qui était plus simple et super jolie, même s'ils n'avaient pas repris les pages colorées sur les côtés. Elle était beaucoup plus belle, voilà. C'est ma seule grosse déception avec ce roman-là, c'est qu'ils aient choisi cette couverture qui représente assez bien les personnages, mais que je trouve vraiment pas du tout à mon goût. Voilà, mais sinon c'était un très très beau roman, j'avais mis la note de 19 sur 20, donc ici aussi un petit coup de cœur. Ensuite, pour le mois de mai, côté très bonne lecture, c'est des romans qui vraiment, eux, étaient à ça de rentrer dans le top 10. Il y avait du coup La Ville sans vent, le tome 2, Le Désert des couleurs par Aurélie Wallenstein et Sous un grand ciel bleu par Anna McPartlin, qui est la suite des derniers jours de Rabbit Eyes, sur lequel j'ai pleuré des tonnes de larmes, voilà. Mais du coup, pour le mois de mai, ma seule lecture que j'ai vraiment mis dans le top, il s'agit de ma plus belle lecture de l'année 2021, puisque du coup c'est mon meilleur, ma meilleure lecture graphique, et comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai mis des vaincus au graphique, et c'était du coup Le Jardin dont je vous ai parlé juste avant, et Le Cœur des femmes, qui est l'adaptation par Aude Mermillot du roman Le Cœur des femmes de Martin Winkler. C'est un titre absolument incroyable, les dessins m'ont plu, mais ils sont assez simples, c'est pas forcément ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le message, le contenu, qui est vraiment donc l'histoire d'une jeune femme qui va qui veut devenir gynécologue et qui va faire son dernier stage, sauf qu'elle se retrouve dans un cabinet, elle comprend pas très bien ce qu'il fait là parce que le mec est pas gynécologue, en fait il est juste médecin, il a construit un truc un peu autour des femmes et puis il a des pratiques qu'elle comprend pas. Et en fait finalement c'est un titre qui interroge beaucoup les pratiques qui sont faites et les violences obstétricales et de manière plus générale en fait, au-delà des violences obstétricales, ce que ça dénonce vraiment c'est les violences ordinaires de la part du milieu médical envers les femmes et encore plus en ce qui concerne la gynécologie, avec toutes les choses qui sont complètement aberrantes et qui ne sont pas justifiées autrement que par le confort du praticien et le fait que ce soit plus simple pour lui, même si c'est pas du tout cool en tant que femme. Donc voilà, c'était vraiment un super ouvrage et vraiment je vous encourage à le découvrir. C'est un ouvrage qui est extrêmement bienveillant et qui à la fois informe les patientes par rapport à leurs droits et à la fois est un vrai sujet de réflexion et peut être, je pense, une envie d'aller dans ce sens-là pour les soignants. Ensuite, pour le mois de juin, j'ai adoré le roman La commode au tiroir de couleurs par Olivia Ruiz, que j'ai lu en livre audio, qui était lu en livre audio par Olivia Ruiz, et c'était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un roman auquel j'ai mis la note de 18 sur 20, donc ça a été une très bonne lecture, sauf qu'ici aussi j'ai décidé de le mettre dans mon top de l'année 2021, donc dans mon top 10, parce que vraiment ça a été une très chouette lecture. C'est une lecture qui plonge un peu dans des secrets de famille, etc. Et le tout par rapport à l'Espagne et aux personnes qui sont parties d'Espagne suite à l'arrivée de Franco. Et à part ça, j'ai lu deux très bonnes lectures en juin que j'ai également notées. Il s'agissait du coup de Positive et de La Cité de Laiton. Pour ce qui est du mois de juillet, à nouveau pour le mois de juillet, un graphique qui m'a beaucoup marqué, il s'agit de Le Plongeon par Séverine Vidal, auquel j'ai aussi mis la note de 19 sur 20. C'est un roman que j'avais pas voulu lire tout de suite quand il est sorti, parce que c'est un roman qui parle ici aussi d'internement et de personnes âgées, et je voulais pas le lire trop proche de Ne m'oublie pas, qui a vraiment... voilà, que j'avais lu en tout début d'année et que j'avais encore complètement en tête. Et du coup voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop les enchaîner, même si finalement c'est deux romans qui sont très différents parce que
n'oublie pas, parle un peu d'une évasion d'un EHPAD alors que le plongeon parle vraiment de la vie en EHPAD et de ces corps qui vieillissent et de l'esprit qui vieillit aussi. Et c'était un roman assez tendre aussi, pour le coup, qu'avec des personnes âgées. Et vraiment, ouais, c'est un titre qui m'a vraiment plu. C'est scénarisé par Séverine Vidal, dont j'aime beaucoup la plume, en règle générale en roman. Et à part ça, j'avais également beaucoup aimé le roman The Black Kit. Côté août, j'avais bien apprécié L'Enragé et Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Et pour ce qui est du coup du mois de septembre, accrochez-vous parce que il y en a plein. Tout d'abord, on va commencer très rapidement par 2 titres qui ne sont pas dans mon top 2021 mais que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Felix Ever After et de Homebody par Epicor. J'ai beaucoup aimé les deux. Ensuite, pour ce qui est des livres que j'ai mis dans mon top, on a juste les livres que j'ai mis, j'ai pas tout classé, mais j'ai classé jusqu'à la 5e place. Et on a les livres que j'ai classés en 2e, 3e, 4e et 5e place, que j'ai lu quasiment à la suite au mois de septembre. Tout d'abord, j'avais adoré donc Capitale du Sud, le tome 1 par Guillaume Chamanadjian. Ça fait partie du projet La Tour de Garde, qui est en fait 2 trilogies de fantasy qui se passent dans 2 capitales différentes d'un même monde de fantasy. Et apparemment les 2 histoires vont se rejoindre. Pour l'instant, j'ai pas encore lu Capitale du Nord, je pense que je vais le lire très bientôt. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome de Capitale du Sud. C'est un livre avec des personnages qui sont complexes, il y a une grosse intrigue politique. Pour ma part, c'est complètement ma came en fantasy. C'est complet, c'est mystérieux, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. L'univers a l'air déjà hyper bien mené et du coup j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite de cette histoire. Les chapitres sont assez longs mais je l'avais trouvé quand même très prenant. Ensuite, j'avais noté le tome 2 de Skyward par Brandon Sanderson, donc Astrevise. Si vous me suivez, vous savez que j'adore le travail de Sanderson. Je vous en rabâche les oreilles dès que je peux parce que vraiment pour moi c'est un de mes auteurs préférés. Et en auteur étranger, voilà, c'est celui que je préfère, et d'autant plus en imaginaire. Skyward, c'est une histoire avec de la conquête spatiale. On est dans un roman de SF et on a une partie de l'humanité qui vit du coup sur une base et qui essaye globalement de défendre sa base. Ce tome 2 m'a encore plus plu que le tome 1 parce que dans le tome 2 on a Spensa, notre personnage principal, qui va se retrouver en fait à infiltrer un endroit qui réunit plein d'espèces galactiques différentes, et c'est hyper bien fait et on retrouve vraiment la magie de Sanderson pour créer des civilisations et son talent du coup que j'aime tant là-dedans en fantasy et qu'on retrouve à nouveau dans de la SF cette fois-ci. Et c'était incroyable, vraiment les réflexions autour des différentes civilisations, vraiment c'était génial. J'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire. J'ai également noté Daisy Jones and the Six par Taylor Jenkins Reid, vraiment une très chouette lecture ici aussi, même si je préfère toujours les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui pour moi est un récit incroyable et superbe avec des relations géniales entre les personnages, qui se passe dans le milieu du cinéma. Pour Daisy Jones and the Six, ça se passe dans le milieu de la musique, avec un groupe de musique, et alors ça parle beaucoup aussi de l'univers de la drogue, etc., et de relations entre les différents membres. C'est assez compliqué comme récit, mais c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, et Taylor Jenkins Reid a la magie de faire en fait ces récits qui sont construits comme des interviews. On a l'impression, je sais pas, genre de regarder les documentaires, vous savez, qui passent à la télé, qui sont un peu des rétrospectives sur certains artistes ou quoi. On a vraiment l'impression de lire ça, mais un très très bon qui serait genre super prenant. Et ça fonctionne super bien à nouveau, donc forcément j'ai hâte de lire le prochain qui est prévu pour 2022. Et ensuite du coup ma meilleure lecture pour le mois de septembre, et c'est le roman que j'ai classé à la 2e place, il s'agit des Maîtres enlumineurs par Robert Jackson Bennett. C'est un roman dont je pense que je vous ai parlé plusieurs fois, parce que vraiment c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman de fantasy, un premier tome de fantasy que j'ai trouvé hyper bien construit. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman de fantasy dans lequel j'avais autant la sensation que l'univers était bien construit et que le système de magie était aussi poussé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où l'auteur prend des facilités, c'est toujours des choses qui sont expliquées, qui sont cohérentes par rapport à ce qu'il a expliqué sur son univers magique, etc. Parce qu'il a créé tout un univers magique avec vraiment des règles très précises autour des enluminures. Donc en fait le fait qu'on peut, dans ce monde on peut modifier le rôle des objets en apposant dessus des enluminures et leur faire croire certaines choses pour les utiliser et du coup en faire des objets magiques en quelque sorte, sauf que c'est sujet à plein de règles différentes et tout ça est hyper bien respecté et c'est fait de manière hyper intelligente. En plus de ça, c'est un roman dans lequel il y a des rebondissements, mais alors
que j'aurais jamais vu venir, surtout des alliances mais vraiment improbables. Et ouais, c'était vraiment un super titre, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'avais mis la note de 19 sur 20. Je sais pas très bien pourquoi ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais vraiment c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2 qui m'attend, j'ai hâte de le découvrir, c'est une trilogie qui est finie en anglais. Et ils ont été assez rapides en termes d'écart entre les traductions des deux premiers, donc je pense que le troisième tome devrait assez vite arriver. Et j'ai hâte. Ensuite pour le mois d'octobre j'ai continué dans cette lignée avec encore pas mal de très bonnes lectures. J'ai beaucoup aimé Ouijigo et Du roi je serai l'assassin, qui sont deux romans que j'ai lus pour le Plib et que j'aurais lu dans tous les cas parce que j'adore leurs auteurs. Mais j'ai décidé de vous parler plus en détail tout d'abord de Le Labi par Cécile Biot, qui est un tout petit titre que j'ai lu pour le week-end d'Halloween. C'est un titre qui est vraiment très chouette, dans lequel on parle beaucoup d'onirisme et des rêves, mais pour dissimuler des choses qui sont assez horribles. C'est un roman qui parle en fait de l'internement des femmes parce qu'elles sont des femmes et qu'elles dérangent dans la société, et de comment est-ce que la psychiatrie traitait les femmes à cette époque-là. Ça se passe dans les années 20 aux États-Unis. Si vous voulez, c'est un peu le pendant américain du bal des folles, je trouve, de Victoria Mass. Sauf qu'en plus de ça, il y a un côté un peu fantastique qui va arriver avec un jardin secret qui va être littéralement un jardin secret. Je mets un gros trigger warning par contre sur ce roman, c'est un roman qui parle d'abus et c'est difficile, mais c'est vraiment hyper bien fait. Et j'ai trouvé que Cécile Biot avait super bien réussi à parler d'autant de choses et d'en parler si bien dans un récit qui fait seulement 100 pages. Enfin vraiment voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et puis du coup en octobre c'est également là que j'ai lu ma meilleure lecture en roman de l'année, puisqu'il s'agissait de Tout ce que dit Manon est vrai par Manon Fargeton. C'est difficile de dire que c'est ma meilleure lecture de l'année parce que c'est un roman qui est horrible. C'est un roman que j'ai autant trouvé génial et incroyablement bien fait, qu'il m'a révoltée quand je l'ai lu, mais vraiment révoltée. C'est un récit qui parle d'une relation toxique, et c'est plus que toxique, c'est d'une relation extrêmement manipulatrice et complètement déséquilibrée entre une jeune femme qui cherche à se faire éditer en bande dessinée et un éditeur de bande dessinée qui va commencer à avoir une relation avec elle alors qu'il a 40 ans de plus qu'elle et qu'elle est encore mineure. C'est un roman qui est dur. Ça parle également d'un autre sujet qui traite plus de l'enfance, qui est également très difficile. Voilà, c'était pas du tout une lecture joyeuse, c'est une lecture qui était très dure, mais c'est un récit qui est vraiment extrêmement bien fait, avec une forme qui mélange à la fois des mails, des extraits de compte rendu à la police, une partie narration, comme des sortes d'interrogatoires d'autres personnes qui étaient autour, etc. C'est vraiment super bien fait. Et ce récit-là, Manon Fargeton le décrit comme étant du mentir vrai, à savoir que c'est inspiré en fait d'une histoire qui lui est arrivée, avec des choses qui ont été changées, etc. Mais voilà, qui a une part quand même de vrai derrière. Et sur le point de vue de l'emprise, c'est vraiment un récit qui est hyper intéressant, qui montre vraiment les différentes étapes. Et on sait que ça va venir, on voit les choses arriver vraiment, et c'est rageant. Enfin voilà, c'était à la fois rageant et tellement bien fait, et c'est pour ça je pense que en termes de qualité, c'est un roman auquel j'aurais sans aucun doute mis la note de 20 sur 20. Je pense que la seule raison pour laquelle je l'ai pas mis, c'est parce que mettre à cette note-là un livre que j'ai trouvé aussi horrible dans ce que ça racontait, c'est difficile. Et du coup, pour terminer, sur les mois de novembre et décembre, comme je vous l'avais dit, c'est des mois où j'ai très peu lu, donc j'ai du coup pas forcément de particulièrement bonne lecture à vous noter. J'ai juste retenu 3 titres que j'ai appréciés, qui ont été des bonnes découvertes, des bonnes surprises à la lecture, et il s'agissait du coup de Boy Queen, Les étincelles invisibles et le roman graphique Blanc autour. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère que le format vous a plu, puisque du coup c'était un format un peu différent des tops habituels que je pouvais faire les autres années. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je réfléchis à vous filmer un flop de l'année 2021. Par rapport à d'autres années, j'ai plein de livres dans mon flop. Après c'est aussi parce qu'il y a plein de livres que j'ai mis dans mon flop qui sont pas si catastrophiques, mais qui m'ont juste pas intéressé. Donc voilà. Sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quelle a été votre plus belle lecture de l'année 2021, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt du genre coup de cœur facile ou si vous êtes plutôt dur à conquérir comme moi. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!